Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Super Friends, le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la bande dessinée par leur travail. Et on continue cet été 2023 avec ce que j'ai décidé d'appeler la French Connection pour vous mettre en avant les travaux d'auteurs bien de chez nous, bien français, mais avec une approche de la bande dessinée qui, je pense, vous plaît. Alors, on a déjà eu Valentin Sèche et Sylvain Repos que vous aviez déjà entendu dans notre podcast. Et donc, on est aussi là pour accueillir des nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Quentin Rigaud avec nous. Salut Quentin. Salut. Quentin qui a sorti 2 albums principalement dont on va parler aujourd'hui, Stigma et Morte-Sève tome 1, donc tous deux disponibles chez Casterman. Et vraiment, je te l'ai déjà dit avant l'enregistrement de ce podcast, qui a quand même pris quelques temps à réussir à se monter pour qu'on s'accorde avec nos emplois du temps. Mais voilà, ça fait plusieurs mois, même un peu plus, que j'avais repéré vraiment en fait tes œuvres et ton dessin, ton approche de la bande dessinée, et qu'elle rentre parfaitement dans le cadre de la BD que j'aime à mettre en avant. Donc merci à toi d'avoir pris le temps d'accepter cette invitation. Avec plaisir, ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Alors on va commencer très simplement. Tout simplement parce que c'est la première fois que tu viens dans ce podcast, sûrement pas la dernière, parce qu'en général les gens ne viennent jamais qu'une seule fois. Maintenant t'es un peu maudit, tu vas devoir revenir. Mais Quentin, est-ce que tu peux te présenter, Quentin Rigaud, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et dis-nous un petit peu ton parcours par rapport à la bande dessinée, évidemment. Du coup, je m'appelle Quentin Rigaud, je suis aussi connu sous le pseudonyme de Slan Meta sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch. Et du coup, je fais de la BD depuis un petit moment maintenant, parce qu'en fait, moi, la bande dessinée, j'ai su très vite que je voulais en faire. Je me suis orienté post-bac. En fait, j'ai fait 1 an de prépa. Et en fait, je suis parti à Saint-Luc pour faire le cursus de bande dessinée, où j'ai eu vraiment des révélations, notamment en fait, en travaillant avec tous mes camarades, en voyant différents styles. Ça m'a un peu ouvert mes chakras de la bande dessinée, parce que j'avais peut-être des a priori sur ce que c'était, et du coup, j'ai vraiment découvert plein de styles, et ça a été assez libérateur, parce que quand je suis rentré là-bas, j'étais un peu bloqué graphiquement. Et j'en suis ressorti très heureux et épanoui, mais je me sentais pas du tout prêt à affronter le monde de la bande dessinée. Donc j'ai décidé de poursuivre mes études en faisant un master BD. Donc j'ai été à Angoulême, à Lézy, et c'était vraiment pas incroyable. Mais on avait une très très bonne promo, et pareil, du coup, un peu comme pour la licence, ça a été quelque chose de très très motivant, et c'est là justement où j'ai commencé à bosser sur Stigma en parallèle de mon master. D'accord, alors je crois pas avoir eu beaucoup de personnes qui aient forcément fait licence master d'études, en tout cas dans la bande dessinée, ou d'en avoir trop parlé avec mes invités. C'est quoi un petit peu? Tu peux nous présenter un peu comment ça se passe, ce genre de cursus? J'imagine que tu as à la fois de la théorie sur l'histoire de la bande dessinée, sur de l'étude en fait du dessin, et donc une partie pratique où tu dois toi-même développer ton style, ou même t'initier à plusieurs approches pour justement pas rester figé. Comment ça se passe? Alors, du coup, les 2 écoles que j'ai fait, c'est les écoles qui sont publiques. Donc en fait, elles avaient pas forcément des formations, purement techniques. C'est-à-dire qu'à Saint-Luc, on a des cours de scénario pendant lesquels on va analyser des films, on a des cours de philo, on a des cours, de littérature, on a des cours, de dessin d'observation, donc tout ce qui va être nu, aussi d'anatomie. Là où pour le coup, c'était vraiment, assez passionnant. On a étudié, les muscles, on a étudié les os. Ce que j'ai pas forcément vraiment retenu dans mes dessins, mais à l'époque, j'étais super fort. Mais là, j'ai tout oublié. Et non, on a vraiment pas mal de cours, c'est assez varié. Et notamment, on a un cours d'atelier où nos professeurs, ils vont nous donner une thématique à travailler pendant plusieurs mois. Et pendant, ça va être entre 1 et 3 mois, tu dois réaliser quelques planches. C'est vraiment un tout petit nombre de planches, mais sur une thématique donnée avec une contrainte. Donc ça peut être travailler en noir et blanc, travailler en collage, travailler juste avec les masses, sans ligne. Et ça, pour le coup, à Saint-Luc, c'était un apprentissage qui a été assez frustrant, je pense, au tout début. Je pense qu'on est tous un peu frustrés parce que la première année, on arrive à Saint-Luc, la plupart du temps, on nous retire la couleur, et pour beaucoup d'exercices, on nous retire la ligne. Et bon, quand tu dessines tout le temps avec de la ligne depuis que t'es né, c'est assez difficile, mais en même temps,
si tu arrives un peu à digérer tous ces exercices-là, ça peut vraiment faire ressortir des choses intéressantes qui fait que quand tu reviens après, tu reprends tes outils progressivement, ta vision du dessin, elle s'est un petit peu élargie et ouais, ça m'a vraiment beaucoup nourri à l'époque. Il y a une question très bateau aussi qu'on aime bien poser dans ce genre d'interview, c'est un peu de dire toi-même quelles sont tes propres références, qu'est-ce que c'est les BD qui ont forgé ton parcours de lecteur et ton parcours d'artiste. Euh, enfin, la BD, c'est un manga, mais qui m'a donné envie d'en faire, c'est One Piece. C'est pas Ok. forcément le truc le plus original, mais c'est vraiment le trait de Oda, c'est vraiment parmi les traits que je préfère parce qu'il a un dessin où on sent énormément qu'il s'amuse. En fait, il a quelque chose qui est extrêmement vivant, tous ces personnages, tous ces objets, il y a quelque chose de... Enfin, c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'il a un peu un style un peu comme Franquin, mais c'est pas le même style, mais tu vois, genre il insuffle vachement de vie dans chaque élément en fait de son histoire, tu vois, c'est bizarre comme comparaison, tu vois, mais c'est juste que je trouve qu'il est un peu en marge de plein d'auteurs de manga qui ont les styles peut-être plus léchés, plus précis. Et en fait, je sais pas, sa liberté dans son dessin et son imagination, en fait, sur arriver à déformer, créer des personnages à partir de formes hyper basiques, ça m'a toujours assez fasciné. Donc ça, c'était la base. Après, dans moi, ma bande dessinée préférée, c'est plutôt un comics, c'est Scott Pilgrim. C'est Ouais. vraiment, de Brian Lee O'Malley. Et après, j'aime beaucoup le travail de Taiyo Matsumoto. Ça me parle vraiment beaucoup, un peu sous toutes ses formes, tout ce qu'il a pu faire. Toutes les fois, il s'est un peu réinventé graphiquement, voir son évolution et sa manière de narrer aussi un petit peu le quotidien. Ouais. Donc Oda, O'Malley, Matsumoto, que des auteurs sous le radar dont personne n'a entendu parler jamais. On est vraiment Bah, je vais dans pas la faire le niche de hipster niche. ici, mais Non, non, je rigole, bien sûr. Je te taquine. Mais pour aborder aussi ton propre style, est-ce que c'est pendant les années d'études alors que tu as pu le forger? Est-ce que c'est après? Est-ce que tu continues aussi de l'affiner, de le développer en même temps que tu dessines? À quel moment tu as su que c'était comme ça en fait que tu voulais dessiner? Euh, je- en fait, quand je suis sorti de licence, je pense que j'étais encore vraiment en recherche. Je m'étais pas vraiment trouvé. J'essayais encore plein de choses et il a fallu attendre encore une année. Et c'est le moment en fait où j'ai commencé à dessiner sur Stigma. Je me suis dit, je vais me poser, je vais prendre deux outils. C'est un feutre pinceau et des feutres un peu plus fins et je vais faire une série. Et du coup, je faisais un chapitre de 20 pages tous les mois que je postais en ligne. Et j'ai fait ça pendant, du coup, ça a duré 1 an et demi avant que je fasse une pause et qu'il se passe plein de trucs. Et en fait, pendant cette année et demie, j'ai fait que faire ça tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et en fait, ça a vraiment forgé un petit peu mon style de dessin à ce moment-là. Et j'aurais du mal je me sens pas forcément influencé par des personnes ou par des choses, mais c'est vraiment le fait de pratiquer très, 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 très souvent qui m'a débloqué, en fait, et qui m'a un peu libéré au niveau du dessin. Et après, c'est surtout le changement d'outil là par rapport à entre Mortesève et Stigma. Le style de dessin a un peu changé parce que je suis passé au Critérium, là où avant j'avais un trait un peu plus épais parce que je travaillais avec un feutre pinceau. Et là, je travaille avec un 0,5 et un 0,3. Donc forcément, mon dessin est un petit peu plus détaillé, mais pas forcément précis. Il est moins précis qu'avant. D'accord. Justement, vu qu'on a abordé Stigma, c'est donc le premier bouquin que tu as sorti chez Casterman. Un pavé de plus de 600 pages, vraiment un truc assez. Alors, heureusement, c'est des pages c'est pas un petit format, mais c'est pas des grands, c'est pas des planches de franco-belge traditionnelles. Donc, c'est heureusement pour nos bibliothèques et nos bras, c'est pas un truc trop lourd à lire. Mais c'est quand même un projet de très grande envergure. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'apparemment, donc, de ce que je comprends, tu l'as dessiné en ligne d'abord, enfin, tu le postais en ligne. Ouais, Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce long projet? ouais, bien sûr. En fait, Stigma, En fait, j'avais envie de faire un projet de science-fiction. Et quand on était du coup en master, on avait un collectif qui s'appelait le collectif Superflux, et on s'était tous motivés un petit peu pour faire des séries. Et donc, chacun de notre côté, on a démarré un peu des séries. Et au tout début, j'étais avec d'autres personnes sur les prémices avant que le projet soit ce qu'il soit, et ça s'est écrémé, on va dire, et j'ai fini par travailler juste avec mon amie Catherine, qui faisait les couleurs des couvertures, en fait. Il y avait des couvertures de chapitres. Et parce qu'au au tout début,
j'étais comme étudiant, donc j'avais pas le temps de faire 20 pages en couleur par mois. Je faisais juste 20 pages en noir et blanc avec vraiment des nuances de gris. Et elle, par contre, pour chaque chapitre, elle mettait vraiment une tonalité avec la couverture. Et c'est un peu ça qui a été la première vision de la couleur de cette BD-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je peux peut-être le faire, de quand même arriver à faire le master et 20 pages en couleur par mois. Et donc, j'ai réussi à me débrouiller pour reprendre la couleur. Ça a été un projet de longue haleine parce que je l'ai continué et en fait, je me suis arrêté au bout de 15 chapitres. Donc, il y avait déjà 300, à peu près la moitié de l'album, donc 350 pages. Je me suis dit, bah, j'ai beaucoup de pages. Euh, J'en avais fait des fanzines que je vendais au Festival Angoulême au Nouveau Monde. Mhm. Et on avait un petit stand et je les imprimais en petits fascicules. J'avais fait trois fascicules en fait pour le tome 1, 2 et 3. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être je peux commencer à démarcher une maison d'édition. Et ça a été un long parcours du combattant. J'ai démarché un peu la terre entière. J'ai eu une rencontre avec Vincent Petit de Casterman qui était très intéressé, mais ça ne s'est pas concrétisé parce que le directeur éditorial n'était pas chaud à l'époque. Et le temps a passé, j'ai décidé d'abandonner ce projet, de commencer à bosser sur une autre BD. Donc je me suis mis à fond dessus. J'ai fait 180 pages qui étaient terminées, genre vraiment, elles sont ancrées en couleur. Et, euh, je déprimais parce que ce projet-là non plus, j'arrivais pas à le faire publier. Entre-temps, j'ai commencé à streamer sur Twitch parce que j'étais tout seul chez moi. Je faisais juste que bosser vraiment non-stop. Et les seuls moments où je sortais, c'était pour aller dans un café, discuter avec des amis. Et ma vie, c'était juste dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait des pages. Et enfin, genre, c'était très. Bah, je me sentais pas épanoui, je me sentais pas bien en Mhm. fait. Et le stream, ça a commencé vraiment à me remotiver. Déjà, je regardais des gens qui streamaient. Il y avait Souria qui streamait à Ouais, l'époque, clairement. et c'était hyper intéressant. Il y avait Gauvin Nathan. Et, Ouais. euh, et du coup, ça m'a vraiment remotivé à faire de la BD, de partager un petit peu, de voir des réactions. C'est de voir les commentaires des gens en direct qui te Ouais, c'est disent ça. De voir qu'il y a des gens que ça peut toucher. Il y a des gens qui passent et qui vont pas rester parce qu'ils ne sont pas intéressés, d'autres qui veulent juste se poser pour discuter. Mais c'était vraiment, ouais, ça a été vraiment un moteur en fait à cette période-là. Et, euh, et en fait, les gens ont commencé à lire Stigma que je publiais en ligne, enfin que j'avais publié en ligne, j'avais laissé les 15 chapitres et je voyais que ça leur plaisait et je me suis dit, peut-être, je pourrais peut-être me donner un petit coup de pied aux fesses et me relancer à refaire des chapitres et réessayer de faire un dossier. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait, je pense, 4 ou 5 chapitres de plus et un... j'ai repréparé un dossier pour un autre projet BD. Et je me suis dit, tiens, il y a le Festival Angoulême, il y a encore des rencontres éditeurs. Tu peux faire des rencontres éditeurs qui sont... C'est pas évident rencontrer des éditeurs, mais en tout cas, c'est possible. Et j'ai vu qu'il y avait Vincent Petit, l'éditeur de chez Casterman. Je me suis dit, tiens, je vais lui présenter mon nouveau projet BD et je vais prendre les pages de Stigma au cas où. On sait jamais. Toujours, voilà, il faut toujours réfléchir. Et donc, je ramène un ordinateur portable, il regarde mon nouveau projet, il dit, ah, ok, c'est sympa, ok, d'accord. Et je lui montre les pages de Stigma, il scrolle, il dit, ah, c'est con quand même. Ah, c'est con que ce soit pas édité. Et, et puis, en fait, on discute, et puis il me dit, bah, j'allais déménager dans la région parisienne. Il me dit, bah, comme tu vas déménager bientôt, peut-être qu'on peut se prendre un petit rendez-vous pour en rediscuter comme ça. Le confinement arrive, Ah, le fameux. voilà. Je suis bloqué à Angoulême, mais j'ai aussi un double loyer parce qu'on devait déménager à Versailles. Donc la moitié de tout ce que je possédais était à Versailles, l'autre moitié était à Angoulême. C'était un peu bizarre. Et je bosse, et pendant toute cette période-là, je bosse énormément sur Twitch. On avait créé une chaîne collaborative pour le confinement et je bossais à fond sur cette chaîne et sur Sigma. Et j'envoie à Vincent les nouveaux chapitres et notamment tous mes carnets de recherche. J'ai énormément de carnets dans lesquels j'ai toute la bouffe, j'ai plein de pages, tous les vêtements, toutes les planètes. Vraiment, Tu te fais des bibles ouais, exactement. Bah, je l'ai d'univers. fait pas forcément avant de commencer le projet, je commence un petit peu avant et c'est surtout pendant que j'arrive à le faire parce que je trouve que c'est trop difficile de tout écrire avant, tu vois, alors que Ouais. le faire au fur et à mesure, ça aide vraiment. Et, euh, Et ça m'aide beaucoup, notamment quand je fais mes chapitres. Après, je me réfère à ça. Et je lui envoie tout ça, et ça le convainc de refaire un dossier pour le représenter. Donc, il a pris ça sous son aile. Il a travaillé pendant plusieurs mois à refaire un dossier, à le présenter à différentes personnes avant d'aller voir son supérieur. Et au bout du compte, il a été voir son supérieur. Il a réussi à le convaincre. Après, on a fait un petit rendez-vous pour que je puisse le rassurer sur quelques points. Et puis, bah, c'était parti.
Mais il s'est passé entre le moment où j'ai commencé à dessiner, c'était en 2016, genre juillet 2016, et j'ai Ah ouais, signé en juillet ou août 2020, un truc comme ça. Donc tard. voilà. Et après, il me restait encore 200 pages à faire, parce que l'album, il en fait 736. Euh, et j'ai pas précisé. Parce que moi, à la base, j'avais une vision de c'est une série. Mais c'est une série, c'est vraiment découpé en chapitres. Donc c'est un peu comme un feuilleton télé, tu vois. C'était vraiment un truc assez rythmé. Et j'en avais une vision de soit trois tomes de taille moyenne, genre 200 pages, soit 6 tomes petits. Et Vincent me dit, écoute, t'as déjà, j'ai signé, j'avais déjà 500 pages, il te reste 200 à faire. Est-ce qu'on pourrait pas tenter de faire vraiment un gros bouquin qui serait vraiment un one-shot, un truc un peu exceptionnel, avec toute l'histoire dedans? Euh, et donc, on est parti sur le format que tu connais, même si à la base, il devait être plus grand. Sauf que le problème, c'est que Sigma, ça fait déjà 1,3 kg en petit format. Mhm. Et en plus grand, on avait essayé la maquette. Elle était, c'était pas agréable en fait à prendre en main. Puis même pour les questions de reliure et de colle et tout ça, pour faire tenir tout ça, ça commence aussi à avoir des petits problèmes de fabrication aussi, quoi. Exactement. Mais c'est vrai qu'il est déjà bien lourd à prendre à une main comme ça, quoi. Donc j'imagine que si tu l'avais fait plus gros. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent mais qui n'ont pas lu Stigma, comment tu présentes le projet? Wow. Pris au dépourvu pour ça. Du coup, c'est un projet de science-fiction fantasy dans lequel on suit Frona, Atta et Senso, qui sont des explorateurs qui travaillent pour une compagnie de recherche médicale. Et en fait, ils vont de planète en planète pour récupérer du coup des spécimens pour faire potentiellement avancer la science et la médecine. Et un jour, ils vont avoir une sorte d'accident sur une planète et devoir se poser sur une autre juste à côté. Et des gens vont peut-être à leur trousse et une étrange épidémie va se propager sur cette planète. Voilà. Mais c'est une très très grosse odyssée parce que voilà, il y a beaucoup de pages, donc vous avez le temps de vous embarquer pour un moment dedans. C'est ça, la rencontre de plusieurs biomes, de plusieurs, enfin vraiment de différentes, parce qu'il y a toute une civilisation en fait que tu inventes sur cette planète. Mais justement, je voulais savoir un petit peu, en tant que tel, dans Stigma, ce que tu avais en tête au départ, c'était l'histoire de Frona, l'histoire de ces personnages, ou plutôt l'envie de bâtir un monde que tu allais présenter, ou c'était plus les thématiques que tu mets dedans, notamment clairement avec un message écologique assez prononcé. Comment est-ce qu'on construit une œuvre comme ça? L'envie principale de Stigma, c'était de normaliser la différence. Ouais, C'est-à-dire aussi. que beaucoup de personnages de Sigma, ils ont des particularités physiques ou d'autres Bon, on particularités. reparlera de Frona après, ouais, notamment. Ouais. Et en fait, je voulais que dans l'histoire, ce soit quelque chose qui soit normal. Parce que pour toutes ces questions-là, il y a toujours des gens qui sont concernés, qui peuvent traiter mieux de ces sujets-là. Et du coup, je voulais juste faire une œuvre dans laquelle tout ça, ce soit pas la thématique. Il y a une autre thématique, enfin une thématique, en tout cas, ce soit pas le centre de l'histoire. Mais du coup, on prenne les personnages tels qu'ils sont. Et du coup, c'était vraiment ça qui m'a motivé à faire la BD. Après, Frona, c'était mon personnage principal. Effectivement, je précise pour les gens, du coup, c'est une héroïne et elle a pas de bras. Elle a un bras qui est totalement amputé sur le côté droit. Et sur le côté gauche, il lui manque juste la moitié de son bras. Et donc, elle a une grande prothèse lumineuse. Elle en a qu'une seule parce que ça coûte très cher. Et, euh, et du coup, voilà, c'était elle qui a aussi été quand même le cœur de tout ça. Et progressivement, plein d'autres personnages sont venus se greffer un petit peu à toute cette aventure. Donc avec pas mal d'aliens, c'est-à-dire que les civilisations que tu inventes, notamment les deux principales qui sont sur la planète, donc c'est les Andres et les Épitandres. Ça aussi, tu les construis au fur et à mesure, tu les imagines en cours de route ou c'était quelque chose de déjà présent dès le départ? Euh, c'est arrivé assez vite, mais je saurais pas te dire si c'était là dès le tout début. C'est quand même une histoire qui s'est pas mal fait au fur et à mesure, dans le sens où j'avais vraiment des grandes lignes. Il y a plein de choses qui se sont précisées un petit peu progressivement. Euh, mais je pense que j'avais quand même des designs de base, mais j'avais pas forcément créé toute la culture, si tu veux. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire toute la culture. En tout cas, j'avais pas, tu vois, genre de détails un peu sur comment est-ce qu'ils vivaient et tout ça. Donc, Mais justement, donc pour revenir sur Frona, donc qui est pas ta façon à toi de représenter le handicap en fait, hein, tout simplement, mais avec justement aussi une prothèse en fait
qui est faite de lumière, en fait. C'est, dans ton univers, c'est comme ça que ça fonctionne. Là aussi, il y avait une envie pour toi, en fait, de montrer, en fait, ce genre de héros, ou d'héroïne même. Et par exemple, tu as aussi un autre à qui il manque un œil. Enfin, voilà, on retrouve, en fait, la représentation du handicap, c'est ce que tu disais juste avant, hein, des différences tout autour de ton ouvrage. Parce que tu ressens un manque, en fait, dans la bande dessinée de façon générale aussi sur ce type de personnage. Bah oui, enfin, c'est quelque chose qui me touche indirectement parce que bah, moi, mon père, ma belle-mère, en tout cas, sont en situation de handicap. Mhm. Euh, D'accord. j'ai des proches aussi, c'est quelque chose qui forcément me travaille un petit peu, mais comme je disais, c'est pas quelque chose, j'aurais pas eu les épaules, à part si je m'étais documenté, que j'avais travaillé avec quelqu'un qui était concerné, de traiter vraiment que ce soit la thématique de Mhm. l'histoire. C'est pour ça que je voulais que Frona, bah, ça soit une héroïne comme, enfin, pas comme une autre, mais en tout cas qu'on la prenne bah, pour ce qu'elle est, pour comment est-ce qu'elle elle agit, enfin, comment est-ce qu'elle interagit avec le monde qui l'entoure. Et, euh, et au final, j'ai l'impression que bah, les gens qui ont réussi à se plonger dedans, enfin, ils se sont pas forcément posé la question et qui l'ont pris Non. tel quel, quoi. Non, parce que c'est effectivement parce que tu assènes pas forcément un discours. Enfin, Frona n'en parle pas forcément. Enfin, quand elle en parle, c'est parce que quelqu'un essaie de lui voler sa prothèse ou parce qu'elle dysfonctionne et que du coup, elle se retrouve vraiment dans la merde parce qu'il lui manque vraiment le membre valide qui lui permettrait de se sortir d'une situation. Mais elle n'est pas en train de dire elle-même oui, tu sais, à cause de mon handicap, oui, tu sais, parce que il me manque un bras, en fait, je suis emmerdé. Donc là, c'est vraiment aussi j'imagine, quelque chose que tu avais de conscient dans ton écriture entre enfin, c'est le show don't tell, quoi. C'est, tu montres quelque chose sans devoir en faire des tonnes dans le Oui, bien récitatif, hein. sûr. Mm. Et pour la faune et la flore, comment ça se développe un univers comme ça? Parce qu'on passe dans beaucoup de types d'environnements. Il y a même des particularités, en fait, que tu inventes à la planète, notamment sur un sable, en fait, qui peut être manipulé par certains types de personnes. On va dans des abysses, enfin dans des environnements souterrains. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis pour faire vivre aussi ce monde de façon cohérente? Est-ce que tu traces une map monde? Est-ce que tu places tes régions? Ouais, un peu, ouais. Alors pour Stigma, j'avais pas forcément une carte précise, j'avais commencé à en faire une, au final, je l'ai pas trop utilisée. Mais j'avais vraiment envie que les lecteurs et lectrices soient un petit peu déroutés, enfin, genre vraiment de leur faire découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas, en me disant, bah tiens, est-ce que je pourrais pas inventer un élément qui soit comme l'eau, la terre, le feu, un truc, mais qui soit propre à cette planète-là. Et après, je voulais, pareil, il y a des intempéries spécifiques, il y a enfin, du coup, qui sont liées à ça et qui découlent de ça. Et en fait, c'est un petit peu comme quand tu fais une sorte de mind mapping de tous tes éléments un petit peu fantastiques, comment fonctionne la flore. Et après, ça crée naturellement des connexions qui font que le monde, il est à peu près logique dedans. Et bah, pour tout ce qui est parce que c'est une planète qui est désertique. Mm. euh, et en fait, la vie de la population, elle vient à la base des souterrains. Enfin, c'est les êtres vivants, toutes les créatures, toutes les plantes sont dans des sous-sols. Et, euh, et du coup, on a vraiment bah, comme des abysses, mais qui sont vides d'eau. Il n'y a pas d'eau dedans, en fait. C'est vraiment des grandes, grandes zones énormes avec plein de plantes. Là, pour le coup, bah, moi, depuis que je suis enfant, je suis passionné justement un peu par les abysses, parce que c'est quelque chose d'incroyable. On découvre des créatures, pas toutes les semaines, mais bon, assez souvent, il y a des formes incroyables, que ce soit dans les plantes, dans les couleurs, dans les formes. C'est assez fantastique. Et ça m'a vraiment marqué. J'avais acheté le bouquin de Claire Nouvian qui est du coup océanologue et Ouais. enfin, qui a publié un super bouquin avec des photos magnifiques sur les abysses et ça m'a vraiment marqué. Avec toutes ces créatures translucides qui doivent justement pouvoir se repérer alors qu'il fait nuit noire Oui, complètement là, à partir de. Mais en plus, je crois que vraiment techniquement, on a dû découvrir, je sais pas, genre 10% de la population c'est ça, ouais. sous-marine, hein. C'est un truc ouf. On est persuadé qu'il faut aller dans l'espace alors qu'en vrai, on connaît rien de ce qui se passe sous. Oui, Dans le... qu'apparemment, c'est là où il y aurait le plus de vie sur Terre. Enfin, vu que techniquement, c'est un deuxième sous-sol, enfin, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est ouf, mais parce que j'ai l'impression parfois que tu as des créatures qui ressemblent même, ouais, c'est ça, à des amibes ou à des. Enfin, vraiment quelque chose de très flottant. Bah, de toute façon, alors j'aurais plus le nom en tête de l'animal un peu ancestral, celui qui part en brasier céleste après. Ah, le primandre, je crois. Ouais, le primandre, ouais. Ouais, le primandre, que là,
pareil, ça vient de quelque chose de très biologique, ça, quand même, j'ai Ouais, l'impression. celui-là, c'est vraiment une créature abyssale, qui est un truc tout petit, genre vraiment un truc Ah. microscopique, que j'ai un peu récupéré, transformé, allongé. Je sais plus le nom, ça fait un moment, j'essaie de le retrouver à la limite. Et qui est vraiment très très belle, une petite créature toute rouge. Donc, je te chercherai ça à la fin de l'interview. Ouais, ça marche. Une question technique, t'as un chapitre notamment qui se passe dans ces abysses, notamment où donc Frona est dans une situation un peu tendue. Toutes les pages qui sont, du coup, les gouttières sont en mauve et c'est très très foncé. Est-ce que ça représente un défi technique pour la mise en couleur et notamment pour la lisibilité, ce genre de passage? Ouais, alors ça a été un peu compliqué ce passage-là parce que ça, c'était un peu un fantasme. J'avais envie de faire un passage enfin un chapitre de 40 pages, parce qu'ils en font tous une vingtaine à peu près, je crois, Mm. 24. Et j'avais envie d'un chapitre de 40 pages seul avec l'héroïne, qui soit à moitié muet. Donc il y avait 20 pages avec potentiellement du texte, 20 pages d'introspection, 20 pages de, de, d'escalade, on va dire. Et, et ça a été un peu compliqué parce que mon fantasme, c'était de le faire avec des couleurs hyper fluo, hyper pétantes. Il existe sur Internet. Si tu veux Mm. voir la version d'origine, il faut le regarder sur Internet parce qu'il y a des pages en plus. Et est venu le moment de commencer à travailler avec les graphistes de Casterman qui m'ont dit wow, 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 c'est pas possible, on peut pas imprimer tout ça en fait. Et donc j'ai dû retravailler un peu les couleurs, notamment parce que c'était très sombre. Alors c'est très sombre, c'était volontaire. Vraiment, les versions sur le net, elles sont à peine visibles, mais il faut savoir que du coup, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de lumière. Et du coup, je voulais écrire un peu une expérience, tu vois, où vraiment on est plongé comme l'héroïne, on voit vraiment à peine ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière. Et donc les contrastes sont assez forts. Et dans le bouquin, pour le coup, même encore là, ça reste un peu sombre. Dites-vous que j'ai rajouté de la lumière, alors que c'était vraiment très, 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 très sombre. Et effectivement, là, ça a été un peu, j'ai dû repenser pas mal de choses, justement, en travaillant avec les graphistes, avec Nathalie de chez Casterman. Et la gouttière, en fait, je l'ai mise en rose parce que je trouvais que, notamment au moment où je l'ai publié en numérique, si les cases étaient blanches derrière, ça crée un contraste qui était hyper désagréable pour l'œil, où tu avais quelque chose de très 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 foncé, et du coup, la gouttière était blanche, et du coup, le contraste était trop fort. Alors qu'avec une gouttière rose, on plongeait vraiment dedans, et du coup, enfin, comme il n'y a pas de blanc dans l'image, chaque lumière est peut-être plus importante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Et je trouve qu'en fait, le rendu du bouquin, il est encore mieux, parce que quand on prend le bouquin, on voit cette tranche rose. Et ça, je trouve ça un peu intriguant, et j'avais même pas pensé au fait que quand ce serait imprimé, on la verrait, et ça me rend encore plus heureux que voilà, ce passage-là soit illustré, sachant que mon éditeur, comme le bouquin, à la base, il faisait plus de pages encore, il m'a dit, est-ce qu'on peut pas retirer quand même quelques pages c'est quand même long, pour essayer de fluidifier la lecture. Donc on a retiré quelques pages, et notamment dans les abysses, on en a retiré 4 ou 6, quoi. Ok, donc en fait, pardon, la taille du récit a été diminuée, en tout cas a été modifiée en cours Ouais, d'élaboration. c'est ça. Plus vers la Ah, fin, où en fait on a coupé des trucs, mais c'était mais c'est quoi ce qu'on coupe? Ouais, non, mais parce que c'est quoi ce que tu coupes alors j'ai pas vraiment coupé, enfin vraiment de scènes importantes, c'est juste essayer de condenser. Par exemple, des fois des trucs qui auraient pu tenir enfin qui pouvaient tenir en une page, j'en ai fait 3, des choses comme ça. Les abysses, du coup, j'ai fait sauter des pages où ça marche, des choses comme ça. Et toute une partie aussi où il y avait Atta qui résumait un petit peu ce qui se passait juste au moment du chapitre 11 où on retrouve Atta avec Temara et d'autres personnages. Voilà. Désolé pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'était pas évident, mais effectivement là j'ai sauté parce qu'il y avait toute une partie d'un carnet où en fait on résume ce qui s'est passé. Ce qui fonctionnait sur la version nette parce que du temps avait passé, mais dans un bouquin où les chapitres se suivent directement, c'est pas Hmm. forcément opportun. Donc j'imagine que dans le registre de science-fiction, ce qui est bien, c'est qu'en termes de design de personnage aussi, tu es libre de t'amuser comme tu veux avec un personnage qui a l'air d'un peu d'une soucoupe volante avec des bras en caoutchouc, un autre personnage qui est insectoïde, mais même en termes de taille, t'en as qui sont géants littéralement, t'en as qui ont des grandes dents un petit peu partout. Là aussi, en, est-ce que c'est vraiment une question juste pour toi de plaisir en fait de dessin, de dire de toute façon c'est ton univers, tu l'as créé, donc en fait tu commences juste par dessiner ce que tu as envie de dessiner et après tu réfléchis à est-ce que ça peut tenir en fait dans un monde cohérent. Oui, complètement. Il y a vraiment l'envie de s'amuser avec des formes géométriques assez simples au début, effectivement. Même si Senso, du coup, donc, comme tu dis, c'est vraiment une soucoupe. En fait, c'est à la forme d'un Simon. Au début, c'était vraiment
penser comme un Simon, le truc avec les 4 touches de couleur. Le Senso, d'ailleurs, c'est un des noms variants du Simon. Et très cool de dessiner ça, sauf qu'en fait, dessiner des ellipses en perspective, c'est vraiment un cauchemar. Et vraiment, je me suis mordu les doigts sur la BD parce que c'est chiant à la longue, en fait. Même si c'est un personnage qui est très drôle à dessiner, ouais, les ellipses, quand tu dois vraiment les penser à chaque fois en fonction de la perspective avec les autres personnages, c'était pas évident. Mais il y avait vraiment cette liberté-là, effectivement, de s'amuser dans les formes, essayer d'à chaque fois expérimenter des nouvelles choses, varier dans les tailles, même si là, une fois de plus, je me suis un peu cassé les dents parce que faire un personnage qui fait genre, je sais pas quelle taille elle fait, Impera, elle doit faire, je sais pas, 7-8 mètres, Ouais, elle est immense, hein. à côté d'autres personnages, bah, c'est dur de la tenir à cette taille-là. Parce qu'il y a clairement des plans où sa main, elle est beaucoup trop grande par rapport à d'habitude, donc elle doit faire genre 15 mètres. Et genre, ne regardez pas trop les différences, parce que moi, vraiment, je me suis mordu les doigts. Les gens vont pas voir la différence, là, qu'elle est censée être beaucoup plus grande, mais parce qu'un cadrage, forcément, ça change un petit peu, tu vois, genre l'angle que tu fais. Et ça, j'ai dû faire des petits changements, parce qu'il y a des choses qui me perturbaient. Et, mais effectivement, il y a des fois où je me questionnais avec des visages un petit peu plus détaillés, en disant, ah, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi avec des choses qui sont, par exemple, trop stylisées? Quand on regarde Atta, c'est un personnage, c'est très rond, c'est une sorte de fourmi, avec trois cercles à l'intérieur de son visage, et j'ai d'autres personnages qui ont des visages plus humanoïdes, plus détaillés, et j'avais peur que ça fitte pas tout ça ensemble. Et au final, je crois que ça va. J'ai pas, j'ai pas eu de remarques, mais je me suis forcément posé la question à un moment de ça. De le faire. Et parce que la taille de tes planches, concrètement, par rapport aux bouquins qu'on a imprimés, elles sont plus grandes, c'est la même taille pour voir aussi bah, quelle marge de manœuvre tu as justement quand tu dois faire rentrer des personnages hyper grands avec d'autres beaucoup plus petits. Comment tu fais? J'ai tout dessiné en A4. C'est un format en fait sur lequel je travaille tout le Ok. temps parce que j'aime bien dessiner vite. Euh, voilà. Tu veux pas. Enfin, tu veux pas perdre de temps. Enfin, Ouais, bah c'est que tu dessines plus vite quand tu dessines plus petit et que déjà il faut les scanner ensuite, donc il faut un scanner A3. C'est faisable, mais si tu veux, c'est juste. Là, j'ai toutes mes pages, elles sont rangées dans des lutins. Je sais pas quelle taille il me faudrait s'il a fallu que je range 700 pages dans des lutins A3, ça aurait été un bazar monstre. Et là, en tout cas, c'est plus simple, si tu veux, pour moi, c'est plus économique. En tout cas, avant, je travaillais avec du papier machine. 500 feuilles, j'en avais pour 6 euros. Donc, Hmm. Stigma, ça m'a coûté 20 balles à faire, tu vois. Enfin, j'exagère un peu Ouais. le truc, mais alors que là, bon, j'ai changé de papier. Sans compter les feutres quand même aussi, Oui, on est ça reste d'accord. aussi un petit budget. Quand on fait quelque chose d'aussi long, est-ce que tu te fais aussi des annotations pour bien être certain de où sont tes personnages, d'autant plus que bah, ils se retrouvent séparés à plusieurs moments, pour bien savoir qui est où et quand, parce que au fur et à mesure, donc il y a des séparations, il y a des retrouvailles, il y a des changements de statu quo aussi. Comment on fait pour pas s'y perdre? Bah, justement, dans les carnets dans lesquels je te parlais, j'avais vraiment un peu structuré tout le récit, un peu jour par jour, en me disant: «OK, tel jour», bon, c'est pas lundi, mardi, mercredi, mais voilà, par rapport à des jours comme ça, essayer de répartir un petit peu chaque personnage, ce qui se passe, pour faire en sorte que quand ils se retrouvent, il se soit vraiment passé des choses et que ça soit à peu près cohérent en termes de jours. Réfléchir effectivement aux groupes, quand je les ai éclatés, enfin les groupes sont un peu éclatés au fur et à mesure de l'histoire, ce que ça soit cohérent par rapport à chacun, les motivations à ce point-là de l'histoire, pour pas qu'on se dise: «Ah mais c'est n'importe quoi, pourquoi, ce personnage-là vient à ce moment-là?» ou donc effectivement ça a demandé un petit peu de structure, surtout vers la fin, parce qu'au début ça va encore, le groupe est assez soudé. Ouais. C'était aussi, t'avais une volonté de faire un épilogue, en fait, parce que l'histoire pourrait très bien s'arrêter sur le dernier chapitre. Tu as quand même voulu faire un épilogue avec même une forme de bond dans le temps pour montrer un petit peu la situation des personnages. Et c'était quoi? C'était une envie de pas finir avant, parce que tu sentais qu'il fallait dire genre une forme d'au revoir assez propre à ces nombreux personnages? Ouais, je pense que quand tu es lecteur, de manga ou des choses comme ça, tu as ce truc un peu d'avoir envie d'en avoir plus. C'était un peu comme une sorte de petit cadeau de fin. D'avoir ça, ça permettait aussi de faire un point sur la situation, parce que le dernier chapitre, il se passe 4 ans après. Ouais. Voilà, donc du coup, il y a du temps qui a passé, les personnages, ils ont tous changé un petit peu de design, donc on les retrouve, c'est chouette. Ça permet de faire un au revoir à ceux qui sont toujours là. Et de voir en fait que la situation, elle a pu évoluer positivement et aussi négativement, parce qu'il se passe des choses, voilà, à la fin, que tout est pas forcément rose, mais que
que voilà, le monde continue de vivre sans nous. Et puis ça nous projette aussi un petit peu sur potentiellement ce qu'ils peuvent devenir, sans forcément répondre à toutes les questions. Parce que c'est un univers auquel tu auras envie de donner une suite? Alors, il devait peut-être. Alors déjà, il y a 2 chapitres bonus. Ouais, donc sur Internet, c'est ça? Voilà, il y a 56 pages en plus qui sont juste sur le personnage d'Empera. J'ai Ah, cool. fait 2 chapitres que j'ai publiés un mois, enfin le jour de la sortie et un mois après. Et parce qu'à la fin de la BD, vous avez un petit code qui vous permet de lire des bonus, lire plein de choses en plus. Et, et effectivement, j'avais envie de faire une histoire qui se passait sur la même planète 10 ans plus tard, avec des nouveaux personnages. Donc je voulais vraiment faire une histoire. Difficile de dire un spin-off, mais parce qu'il n'y a pas de personnages qu'on retrouve. Ça aurait été vraiment totalement des nouveaux personnages. En fait, c'est le spin-off de la planète, quoi. Voilà, exactement. Mais pour voir un petit peu comment ça s'est passé après un peu les cataclysmes de la fin de l'histoire. Et j'ai commencé à le dessiner, j'ai fait 24 pages, j'ai préparé un dossier, j'ai montré à mon éditeur, ils étaient hyper chauds au début. Et puis en fait, ils m'ont dit: «C'est peut-être un peu tôt pour faire un spin-off alors que ta BD est même pas encore sortie, on sait pas comment ça va se passer, comment ça va se vendre. Peut-être un peu tôt encore pour se lancer sur un one shot». Et effectivement, c'était mon plan. Je m'étais dit: «Je prends un an», j'avais tout écrit cette histoire, «Je prends un an», ça s'appelait «Les Enfants du Limon». Je prends un an pour faire Les Enfants du Limon et pendant cette année, comme j'ai déjà tout écrit, je vais écrire un gros truc, de fantasy, je vais me faire, kiffer, je vais faire une série, je vais prendre un an pour l'écrire. Les choses se sont pas passées exactement comme j'avais prévu parce que, bah, ils m'ont mis un peu un stop, pas méchamment, mais juste en me disant: «Bah, c'est trop tôt, peut-être que l'histoire en plus les emballait pas plus que ça». Et j'avais vite fait une idée de pitch, auquel j'en avais brièvement parlé à mon éditeur. Il m'a dit: «Mais ça, tu pas envie de bosser plus sur ça?» Et je me dis: «OK, je vais pas avoir un an pour écrire, tout ce que j'ai envie de faire». Donc j'ai pris un mois et demi et C'est j'ai vachement moins quand écrit même, hein. ouais, c'est moins voilà, mais bon, la BD, on gagne pas des milliers et des cents, donc il faut aller un peu plus vite que la musique. Et du coup, donc, j'ai pris, 1 mois et demi et j'ai écrit, les grandes lignes de l'histoire. C'est-à-dire, j'avais écrit le tome 1, une partie du tome 2 et du tome 3 et des grandes lignes pour la suite. Et j'ai fait quelques visuels et ça y est, j'ai démarché directement mon éditeur, genre, que 2-3 semaines après. Genre vraiment, j'ai été assez, assez rapide parce que, bah, je voulais pas perdre de temps, ça me saoulait un peu de rester les bras croisés, et j'avais envie de commencer, quoi. Et puis, bah, du coup, ça s'est fait. OK. Alors, avant de passer à Mortesève notamment, deux trois autres points encore sur Stigma, notamment une scène de sexe qui est, très abstraite du coup, et que j'avais envie mais même dans ta façon de représenter les corps nus et la sexualité que je trouve super intéressante dans cette bande dessinée, donc qui est pas du tout, enfin on comprend qu'en plus c'est un plan à 3 mais, pas en mode, je dirais graveleux quoi. Tu le montres de façon très, très simple, très, amour libre en fait. C'est un peu, enfin ça fait très, thématique, sur les relations que la jeunesse se pose aujourd'hui, que je dirais quoi. Ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour toi de le montrer, et même de le montrer, mais de façon, très abstraite. On comprend qu'ils font l'amour à 3, mais c'est jamais, sexuellement explicite quoi. Ouais. C'est Hem, Bah, en fait, il y a déjà quelque chose, pareil que comme je t'ai dit, je voulais vraiment normaliser plein de thématiques et notamment la nudité. Je voulais mmh. qu'on puisse voir des corps dans la BD sans que ça soit, sans qu'ils soient sexualisés, en fait. Je voulais qu'on puisse montrer un peu n'importe qui, pour justement casser un petit peu ce truc que quand après tu vois un corps, tu vas pas genre: «Oh là là, dis donc», mais vraiment juste que ça soit normal. Et en fait, cette scène, elle participe à ça déjà parce que c'est une des premières fois où on voit l'héroïne un peu vulnérable. Elle retrouve, bah, son ancienne conjointe qu'elle avait vue depuis très longtemps, qui maintenant est mariée, a un enfant. Et du coup, ça se fait assez naturellement. La scène, elle est abstraite pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une scène d'infection, de la maladie. Aussi pour ça, ouais. Donc en fait, on a un double effet. En fait, on voit la scène, dessinée, en fait, on voit, des espèces de formes et effectivement, du coup, on a une transmission d'une maladie, en même temps que cette scène, est faite, et après, du coup, tout un échange entre 2 personnages, où effectivement elle craque un peu, et on la voit discuter tranquillement.
Ok. Et ensuite, juste sur les thématiques un petit peu de l'album, tu as aussi une volonté de ne pas faire dans le manichéisme, en fait, c'est-à-dire avec beaucoup de personnages qui font parfois des actions qu'on pourrait juger mauvaises, mais en fait, parce que c'est simplement que chacun a ses propres intérêts. On s'aperçoit même, sans spoiler, que l'héroïne aussi fait des choses plus ou moins bonnes et pas forcément d'ailleurs avec l'intention de le faire comme ça. Là aussi, c'est des choses qui sont importantes pour toi d'avoir vraiment cette forme de nuance en fait qu'on va dire, dans le cheminement de tes personnages. Oui, bah, je trouve ça. Enfin, après, ça dépend des histoires. Des fois, on aime bien des choses simples, hein. On aime bien quand les choses sont noir et blanc. De temps en temps, voilà, on aime bien revenir des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'aimais bien avoir plus de nuances, effectivement. Ça permet d'exploiter un petit peu plein d'aspects de tous les personnages, de rester, de moins avoir des fonctions, que les personnages soient pas des fonctions spécifiques pour vraiment faire avancer l'histoire. Et par rapport à ça, oui, ça m'amusait plus, je pense, de travailler comme ça, d'avoir quelque chose de plus nuancé. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faille cacher la vérité pour le bien de tous? Pas forcément, mais je trouvais ça intéressant de proposer ça à la fin. Et est-ce que tu as aussi un message écologique, mais enfin presque enfin éco-terroriste, qui est assez appuyé aussi là-dedans? C'est aussi quelque chose qui t'intéresse, vraiment la façon dont le discours écologique est forcé de se radicaliser aujourd'hui face à l'inaction des entreprises, des dirigeants, des politiques. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu aussi dans cette BD-là. Même si je ne t'impute pas l'idée, parce qu'on parle quand même aussi d'un processus un peu de stérilisation des planètes. Donc, je dis pas que tu as envie d'appliquer la terre brûlée sur les planètes, mais c'est ouais, quelque chose qui te parle. Évidemment, ça me parle. Après, j'ai toujours du mal à définir Sigma comme un récit qui se veut écologique comme thématique principale, parce que j'estime pas avoir pareil, les épaules pour traiter de cette thématique-là. Enfin, je me sens pas assez calé pour vraiment en parler. J'aurais peur de dire n'importe quoi. Mais par contre, effectivement, oui, il y a des questions qui m'intéressent enfin, tout ça, ça m'intéresse. Euh, Après, c'est plus à chacun de retirer un petit peu des choses et de voir si, enfin, ce que vous pouvez ou pas comprendre. Mais c'est difficile de dire oui, c'est ça que je voulais. Enfin, je cherche pas. En fait, c'était pas forcément une histoire qui cherchait à faire des parallèles évidents en fait avec nos sociétés par rapport à cette thématique-là. Mais oui, c'est la merde et il faut cramer plein de trucs. Mais Voilà, tu peux le dire, tu sais, on sera pas écouté par le gouvernement, ils vont pas t'arrêter après. Je suis pas un agent infiltré je sais même pas qui c'est qui est à l'écologie en plus, tellement ces gens n'existent pas. Comment tu le ressens quand tu vois ton premier bouquin publié pour la première fois, quand tu reçois ton exemplaire, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que euh, c'est mieux que la naissance de ton enfant ou c'est... qui est arrivé quoi? C'était 4 mois après. J'ai eu mon premier Voilà, donc, bébé, mon premier bébé BD, je l'ai eu en février. Mon premier bébé, je l'ai eu en juin. donc ça c'est l'instant de vérité, c'est quoi qui est le mieux? Parce que en vrai, le bébé BD, il pleure pas, il t'empêche pas de dormir, c'est quand même vachement plus pratique, non? Il y en a un qui est plus difficile à faire que l'autre. Mais, non, non, c'était juste. Déjà, j'adore mon bébé, il est super. Et puis, non, pour ma BD, c'était assez marrant parce que du coup, je recevais pas l'exemplaire et j'étais genre, mais quand est-ce qu'il arrive et tout ça. Et je viens chez Casterman pour une réunion et puis je discute avec Vincent et puis j'étais dans son bureau. Je lui dis, du coup, vous avez reçu les exemplaires? Et il me regarde, il fait, regarde. Et il avait caché Stigma sous une feuille, et genre, vraiment, il a bougé la feuille pour le montrer comme ça, et j'étais super content parce que j'étais genre, wow, elle est aussi grosse que ça, parce que j'avais eu une maquette blanche, en fait, c'est-à-dire juste un bouquin tiré à blanc, qui était un peu plus petit, parce que c'était une version test qu'ils avaient fait. Il n'y avait pas le marque-page, parce qu'en fait, il y a Ouais. la couverture, en fait, tu peux retirer une partie. Sur la jaquette avant. Et bonne idée ça d'ailleurs, hein, vu C'est la... Vincent qui a eu cette idée-là, Ouais. mais je pense que 10% des gens le font parce que les autres ont l'impression d'abîmer le livre. Ah non, moi c'était immédiat, hein, vu la taille du truc, que tu te dis, mais ça, je vais pas forcément réussir à lire en une soirée, donc ouais, ouais, non. En dédicace, la plupart des gens, ils osaient pas, hein, Enfin, Ah j'en ai ouais? discuté avec les gens, ils font, ah non, non, moi, je vais pas être touché et tout ça. On Mais, se le laisse dans le bouquin après, de toute façon, tu vois, ça fait partie de... ah oui, je suis Ah d'accord, non, bon, moi, je bref. préfère, hein, et puis ça fait vivre le bouquin. Ouais. Donc, non, non, j'ai trouvé ça incroyable. Et euh, si tu veux, ça a tellement été la galère pour cette BD que juste l'avoir finalisée, j'étais trop heureux.
qu'il y ait que des ventes soient pas bonnes ou quoi que ce soit, enfin genre, ou peu importe en fait, peu importe l'avenir du livre, j'étais déjà tellement soulagé de me dire ça existe. Enfin, cette purée de BD, elle existe. Et puis, bah, j'étais super content de sa vie parce que bah, j'ai eu plein de chouettes retours dessus. J'en ai encore aujourd'hui. Et puis, de temps en temps, je vois que les gens vont lire les bonus en ligne. Je regarde mes stats. Ça me fait plaisir tu sais, juste parce que je me dis, ah, tiens, quelqu'un a la curiosité d'aller plus loin, de faire des trucs comme ça. Et, euh, et non, c'est mon gros bébé aussi, quoi. Bah, justement, en termes d'accompagnement, quand ça sort par rapport à ce que fait l'éditeur aussi, c'est quelle part tu prends dans la mise en avant de ton ouvrage, donc quelle est ton dédicace, est-ce que tu as pu contacter ou est-ce que ton éditeur contacte des médias aussi pour pousser le titre? Comment on fait vivre dans les mois qui suivent la sortie une BD du point de vue de l'auteur? Bah ça dépend pas mal des œuvres et ça dépend pas mal des maisons d'édition. Je pense aussi des ressources que chaque maison d'édition a pour, par exemple, les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Je crois que Casterman, enfin, c'est une grosse maison, mais ils n'ont pas tant de personnes. Enfin, je crois qu'il y a une personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Pareil pour tout ce qui est contact presse. Et bah, pour Casterman, oulala, pour Stigma, euh, j'ai eu une bonne tournée de dédicaces. C'était vraiment super. Ça, j'ai bien bougé avec l'album. Euh, Au niveau presse, en fait, on a eu très peu de presse. Ça a été un peu compliqué. Je pense que l'album, il est un peu gros. Je pense que c'est pas le truc le plus facile à lire. Enfin, tu vois, genre pour quelqu'un qui justement qui lit la BD, tu peux lire trois autres BD au lieu de lire celle-là parce que ça, enfin, un ratio est pas forcément, c'est pas forcément le bon ratio. Du coup, au niveau presse, on a vraiment, vraiment rien eu quasiment. Je trouve que le bouquin a un peu passé un peu sous les radars. C'est pas grave parce que il a eu sa vie et puis il aura peut-être une autre vie plus tard. Et je suis vraiment trop content de comment il est et de l'accueil en tout cas des gens. Mais effectivement, ouais, je pense qu'il est passé un petit peu tranquille. Il a fait, euh, il a fait son petit tour, quoi. D'accord, bon, bah, c'est très bien. Peut-être que le fait de faire ce podcast, ça permettra de lui donner un petit second souffle, on ne sait pas. Euh, Moi, je pars du principe que si au moins une seule personne qui, après avoir écouté l'émission, a envie de le lire, c'est déjà gagné, quoi. C'est déjà un bon truc. Mais en tout cas, ça n'a pas découragé Casterman de vouloir continuer à bosser avec toi, puisque bah, là, donc, il y a Morte Sève qui est sorti. Plus récemment, du coup, c'est sorti il y a pas très très longtemps. Est-ce que, pareil, tu peux nous parler donc, du coup, du point de liaison, en fait, du passage donc, de Stigma à Morte Sève Ouais. Bah déjà, ce qui était super, c'est que quand j'ai signé avec Casterman, Vincent Petit, mon éditeur, il m'a dit, je te signe pour Stigma, mais je te signe parce que j'ai envie de voir ce que tu vas faire après aussi. Donc, il y avait vraiment ce truc de confiance de Donc lui, il a senti ton dessin, il a dit, toi, tu es capable de faire quelque chose, ah je veux voir. ouais, c'est mes univers et tout et mes Ouais. thématiques en fait qui l'intéressaient. Il voulait voir ce que je pouvais faire par la suite. Et, euh, et du coup, c'était déjà super encourageant. Donc, effectivement, j'ai commencé à bosser sur ce projet-là. Je savais pas exactement comment je voulais dessiner. Et comme j'avais fait le chapitre bonus de Stigma au Critérium, je m'étais dit, tiens, je vais changer de technique. J'avais utilisé une broche un peu différente pour la couleur et j'ai travaillé au Critérium. Et j'avais bien aimé, en fait, me sentir plus lâché. Et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de faire la BD comme ça. Il a fallu un peu de temps pour que je trouve un truc qui me satisfasse et qui soit un peu équilibré graphiquement. Le chapitre 1, je pense qu'il fait un peu les frais, de Mortecef fait un peu les frais de ça. Il y a encore un petit peu de stigma dans la rondeur. En plus, comme c'est des enfants, enfin pour le chapitre 1, ça fonctionne bien. Mais effectivement, des fois, tu as les mains, des grosses mains comme de stigma, ça m'a fait rire à regarder avec le recul. Mais effectivement, j'avais envie de me lancer sur un projet assez dense. Au final, la densité du projet, je pense qu'elle est équivalente à Stigma. C'est juste qu'elle est différente. Le format est différent et je veux dire sur le long terme, parce que là, il n'y a qu'un album, donc il n'y a pas l'entièreté de ce que c'est. Mais en termes de densité, c'est à peu près ce que j'imagine en nombre de pages, en nombre si j'arrive à aller jusqu'au bout. Donc, Hmm. Mais parce que quand on est dans ce moment-là où on te dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire après ou toi-même, tu dis, bon, voilà, je viens de sortir ma première BD, j'étais dans ce registre avec ce style. C'est difficile de, quelque part, repartir à zéro ou t'avais déjà des idées, de toute façon, qui, qui sont en toi et que tu avais envie de coucher sur papier, notamment donc, avec l'univers de Mortesève qui nous présente donc, un monde qui est parcouru par
c'est pas des monstres, mais des créatures géantes qui sont un peu des formes d'incarnation physique de différents éléments plus ou moins concrets ou abstraits, comme la fertilité ou la mort. Et nous, on s'intéresse notamment à un élément, donc Hang, qui est celui de la fertilité, qui fait une ronde sur cette planète, dans ce monde qui est cyclique et vraiment chronométré. Et donc, en fait, on a des gens qui se dédient à la protection de cette entité. Et donc, on s'intéresse à deux gamins qui la rencontrent quand ils sont petits, et les deux veulent devenir ces gardiens, sauf qu'il n'y a que le frère de ces deux personnages qui a réussi à le faire. Et 20 ans plus tard, alors qu'on attend le retour de cette entité et que la sœur attend par la même occasion le retour de son frère, rien ne se passe comme prévu. Donc ça, c'est le pitch. Tu me dis si je le Ouais, raconte c'est très bien, c'est pas bien mal, ou pas. franchement. Voilà, donc comment on part de cette de ce monde. Alors je crois que dans le dossier de presse que j'ai reçu, il y avait une envie de Shadow of the Colossus. Je crois Ouais, que tu le mentionnes. Moi, je dirais qu'il y a une envie de Miyazaki un petit peu aussi, bah quand tout même. le En monde, tout en cas, fait, de shintoïsme aussi, tu vois. bah je Enfin, sais ce pas, tout le monde. rapport à... Alors, tout le monde me cite Mononoke. Bah, quand Bah même, en oui. fait, j'y ai pas pensé en le faisant. Mais je l'ai vu Mononoke, je peux pas dire que je l'ai pas vu, tu vois ce que je veux dire, Mm. c'était peut-être dans un coin de ma tête, mais je peux pas dire que ouais, c'est Mononoke qui m'a inspiré, c'est pas vrai. Mais par contre, ouais, c'est sûr que c'est possible que dans ma tête, tu vois, genre il y a des images qui soient enfin, qui étaient si fortes que du coup ça ressort sur ça. Mais effectivement, ouais, Bah, le côté de l'entité géante qui fait germer des choses au ouais, contact du ouais. sol, tu vois, c'est le cerf de Mononoke, même quand il devient géant, enfin, après, oui, peut-être que c'est dans ton inconscient, tu vois. Oui, oui, je pense complètement. C'était que vraiment au tout début, une des impulsions de départ, c'était le manga Land, qui sera publié l'année prochaine chez Oui, chez Mangetsu. Je suis Mangetsu, oui. trop heureux, j'étais trop content. C'est vraiment une de mes des découvertes enfin, il y a 2 ans que j'ai adoré. Et, en fait, du coup, c'est un manga par l'autrice Yamashita Kazumi, qui a quand même 63 ans et qui a jamais été publié en France, alors qu'elle a fait plein de mangas. Donc, super content que ça sorte l'année prochaine. Et c'est un univers dans lequel il y a 4 grandes divinités qui surveillent, on va dire, des montagnes et des gens qui vivent encerclés par ces divinités-là. Et je trouvais ça super dans cette histoire-là, le côté d'avoir des divinités que tu peux voir. Je me suis dit, c'est génial, en fait, ils sont dans une zone et ils se sentent en permanence surveillés. Et ça a été un peu le point de départ de faire une histoire. Je me suis dit, ok, je vais faire une histoire avec des divinités. On va pas pouvoir les voir, mais elles seront physiques. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit, c'était un peu le postulat. Donc, je me suis dit, elles vont toutes être invisibles, mais elles se déplacent sur cette planète, donc elles ont vraiment une empreinte quand elles se déplacent. Il faut qu'elles régissent et qu'elles règlent, enfin, qu'elles organisent un petit peu cette planète par leur déplacement, que ça a un impact. Donc, il y a des créatures pour les saisons, il y a les océans, ils sont brûlants sur la planète. La température de l'eau, elle est très, très élevée. Et en fait, il y a une créature qui, en se déplaçant, refroidit les océans à certaines périodes, ce qui permet en fait aux humains de voyager. Donc en fait, tu vois, ils sont vraiment bloqués par tant qu'en fait ces créatures ne se déplacent pas et rythment leur vie en fait. Et, Aang, effectivement, en fait partie. Enfin, je les ai tous regroupés sous le nom des instruments, c'est le nom des divinités, et elles ont chacun le nom d'un instrument qui, pour moi, était lié à un petit peu leur capacité. Donc, le Aang, c'est le Hangpan, que je trouve quelque chose d'assez festif, enfin, qui pour moi je sais pas, symbolisait bien la vie, la croissance. Et, euh, et donc, je me suis dit que bah, pour le début de l'histoire, c'était intéressant de partir sur cet instrument-là, sachant que je ne pense pas qu'on les verra tous dans l'histoire, déjà parce qu'ils sont invisibles, et de deux, parce que je voudrais faire 5 tomes. En 5 tomes, c'est pas possible de parcourir le monde, cet univers-là, aussi vite. Enfin, genre, on va dire statistiquement, ils peuvent pas tous les croiser sur leur route, c'est pas possible. Sauf si c'est une très petite planète. Elle est pas gigantesque. Là, j'ai une carte, par contre, avec toutes les villes, les trucs, mais c'est Ouais. juste, bon, il faudrait vraiment un gros coup de bol, quoi. Et c'est pas possible, ne serait-ce que parce que les saisons, c'est des créatures, euh, donc c'est compliqué. Hmm. Le design de ces créatures, c'est pareil, tu y vas au feeling. Bah justement, je pense que là, c'est en faisant ces créatures-là, enfin, tu parlais de Shadow of the Colossus que je l'avais cité, j'aimais bien le fait qu'elles soient passives. C'est des divinités, mais elles sont pas douées d'intelligence. Elles répètent vraiment un même pattern. En fait, c'est ça qui m'a vraiment
qui m'avait plu aussi dans Shadow of the Colossus. Bon, Shadow of the Colossus, quand tu les attaques, elles finissent par t'attaquer aussi parce qu'elles se défendent. Mais j'aimais bien, voilà, ce côté juste de, elles font pas de mal en fait. Elles font juste que répéter encore et encore le même cycle. Chacune à son propre rythme. Et, et ouais, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et pour ce qui est des designs, je cherchais des formes. J'avais envie de trouver des formes un peu osseuses, de mélanger différentes matières. Et en regardant des sculptures de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle est sculptrice, il y a des formes qui m'ont plu dedans. Et j'ai récupéré quelques formes, notamment la tête de Hank qui a une sorte de V avec un creux dans le cou. J'ai récupéré cette forme-là d'une de ses sculptures. Et après, pareil, je me suis un peu laissé porter. J'ai tout fait en stream, je crois, J'étais sur Twitch quand je faisais les designs des instruments. Et, euh, et voilà, c'est vraiment de mélanger les os avec différentes textures. C'est-à-dire que les streamers ont participé à l'élaboration de ces designs. Est-ce qu'ils te donnaient des conseils un peu ou Ouais, des des avis? fois, ouais. C'est ça, on discute. Et puis, alors, les instruments, je sais pas quand est-ce qu'on les avait fait. C'était peut-être en janvier l'année dernière. Mais ouais, ouais, bah, toujours, hein, quand je suis en stream, souvent, quand j'hésite pas à demander des conseils. Et j'ai des gens qui sont souvent là et qui sont un peu mes conseillers principaux. Tes gars sûrs, tes gars et tes meufs sûrs, hein, du coup, ceux que tu remercies à la fin de l'album, à la fin de tes albums, ou Ouais, pas bah, je l'ai fait pour Stigma. Pour Stigma, c'était trop important. C'était vraiment, comme je dis, c'était vraiment Hmm. mon gros bébé. Et là, j'avais besoin qu'il y ait les noms des gens qui ont été présents pendant ces années sur Twitch. Dans Mortesef, c'était plus compliqué de me rappeler précisément qui était là. Alors que Stigma, j'étais là, genre, ils sont là depuis le début. Je sais qui sont les Ouais. gens. Donc, Ça représente un défi technique quand même, c'est d'avoir cet univers avec donc des créatures géantes. Parce qu'on disait que tu avais peut-être galéré un peu avec Impera sur Stigma. Est-ce que là, tu te mets pas encore plus des difficultés du challenge bah, parce que forcément, si tu veux les représenter de plein pied, bah, va falloir faire que des pages planes en fait. si, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Je me suis un peu cassé les dents là sur le tome 2 aussi. Parce qu'effectivement, bah, même en fonction de comment tu dessines tes personnages, sur les cases où on les voit, bah, ça minimise ou ça aide en fait à ressentir leur taille. Par exemple, si tu fais que des gros plans sur tes personnages et qu'on voit l'instrument, même si on voit juste un petit bout, bah forcément tu le ressens moins sa taille. Et là, j'avais fait une page comme ça il y a pas longtemps, parce que oui, spoiler, on en voit un autre dans le tome 2. Du coup, j'ai changé mon découpage en fait pour qu'on le ressente plus. Mais effectivement, je me sentais pas forcément hyper à l'aise quand j'ai commencé le tome 1 pour faire des perspectives un peu compliquées avec Hank parce que bah, ça me semblait galère. Et j'ai fait une sculpture en terre l'été dernier pour notamment pour m'aider, pour trouver des plans. J'ai fait ça en vacances. J'avais acheté un bloc de terre qui juste a servi à faire Hank. Il a été démoli après parce que c'était mal sculpté, mais c'était juste au moins pour avoir quelques idées de plans. Et ça m'a quand même bien aidé pour la fin de l'album, pour le tome 1. C'est marrant que je trouvais aussi que dans Stigma comme dans Mortesef, tu as une envie d'avoir des personnages plus légers qui accompagnent ton héroïne, qui souvent en prend quand même pas mal plein la gueule. Tu avais Wesh dans Stigma. Tu as une forme d'équivalent dans Mortesef Ouais, c'est aussi. Coros. Voilà, pour, euh, pour apporter plus de légèreté, ça permet d'avoir une forme d'équilibre aussi. Qu'est-ce que ça apporte? Dans Stigma, ouais, ça me permettait d'apporter la légèreté. Là, oui et non, dans le sens où ça apporte un peu de légèreté, mais ça permettait de créer un peu un décalage, en fait, avec enfin, c'est pas mal un truc qui m'intéressait dans cet album, c'était justement le décalage, déjà pulsion de vie, pulsion de mort, c'est un truc qui revient très Mm. très souvent dans l'album. Dès qu'il y en a un, il y a l'autre, juste l'instant d'après. Et effectivement, fallait qu'il y ait quelque chose qui tire un petit peu l'héroïne enfin, elle vit quelque chose de vraiment pas rigolo. Et il lui fallait ouais, un truc, quelqu'un qui l'attire un petit peu de ça, qui soit un peu chiant au début. euh, mais qui se complexifie par la suite, et notamment bah, avec le tome 2 aussi. Donc D'accord. oui, effectivement, j'aime bien avoir de temps en temps des personnages plus légers. C'est quand même parce que dans l'ensemble, on dirait que c'est une histoire qui démarre de façon assez légère et qui va donc très progressivement s'assombrir. T'as envie quand même d'être, je dirais pas, c'est pas non plus de la dark fantasy non plus dans le registre, mais on est quand même dans quelque chose de plus adulte. Enfin,
pas plus adulte non plus, mais d'un peu plus lourd quand même dans le propos que même dans Stigma, qui était aussi assez grave à certains endroits, mais c'est ce que j'ai eu l'impression en lisant. Euh, Bah, pour moi, c'est un peu la même gravité, c'est juste que dans Stigma, le dessin est pas pareil. Et du coup, je pense que les gens. Parce que Stigma, c'est pas drôle quand même. Enfin, genre, il y a beaucoup plus de moments drôles et légers, mais dans son ensemble, ce qui se passe, c'est pas marrant, tu vois. Mm. Ça reste quand même du drame. Mais effectivement, là, je pense qu'on le ressent plus par le dessin et peut-être les personnages qui sont peut-être un peu plus expressifs. Donc, on est peut-être plus avec eux. Mais, euh, mais oui, je pense que j'avais un peu envie de faire une sorte de dark fantasy. C'est pas de la dark fantasy comme tu dis, mais il y a ça qui plane un peu au-dessus d'une certaine manière, de certaines envies. De temps en Et- temps, enfin quand j'ai commencé à le faire, je jouais à Elden Ring et Ouais, et enfin en fait ok. les Souls, ils ont euh, leur part à jouer dans cette BD, notamment Bloodborne. Mhm. Enfin, il y a des trucs avec le lore de Bloodborne qui fait des échos avec ma BD, avec le sang et les trucs comme ça. Enfin, c'est là d'une certaine manière, tu vois. Le fait d'utiliser le sang de certaines choses pour d'autres, quoi, ce genre de choses-là. Mais écoute, Bloodborne, c'est une très bonne inspiration. En tout cas, on force sur From Software depuis des années, donc y a pas de souci à avoir ça. Mais justement aussi, est-ce que quand tu fais les scènes d'action, là aussi, on voit pas que que tu t'es impliqué plus, mais que tu le maîtrises peut-être plus aussi dans les cadrages pour qu'on ressente l'intensité des coups. Je pense notamment à une double page aussi où un personnage Ouais, donne un gros coup de chlasse, on va dire, à un autre, où tu fais ah oui, là, on est quand même dans une autre dimension. Bon, après, la taille des planches aide aussi un petit peu, oui, peut-être dans ce sens à complètement, ouais. ça. Effectivement, C'était. ouais, il y a plus, enfin, je peux pas dire que je sais pas s'il y a plus d'action que dans Stigma. Dans Stigma, il y a genre 3 scènes d'action. Là, il y en a 2 principalement. Mais ouais, non, j'avais envie de travailler un peu plus mes scènes d'action. Je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire dessus. Mais justement, plus on dessine, plus on s'améliore. Donc, je vais continuer à bosser dessus. Mais ouais, j'avais envie de choses un peu plus viscérales, je pense, dans les affrontements pour qu'on ressente un petit peu plus bah, les impacts ouais, tout ce qui se passe dedans. Hmm. Pourquoi tes personnages, ils ont toujours enfin, des coupes de cheveux super chelous? C'est avec beaucoup de crânes rasés, beaucoup de touffes par-ci par-là. Est-ce que ça aussi, c'est des choix de design conscients? J'ai fait le design de mon héroïne assez rapidement. Je l'ai fait sur un bout de carnet et elle m'a bien plu. Et du coup, je suis un peu parti d'elle pour faire des déclinaisons en me disant, ah, tiens, ça pourrait être intéressant que du coup, sa famille soit un peu comme ça. Et c'est pas le cas de tous les personnages, mais effectivement, je sais pas, j'avais envie de m'amuser sur les coupes de cheveux. Je pense que les chara design, c'est quand même un truc qui est assez important quand enfin, tu fais une BD, d'avoir des personnages qui sont un peu mémorables ou facilement Hmm. identifiables. Et effectivement, ouais, pour moi, je sais pas, c'était important, hein, les coupes de cheveux. Parce que c'est ça, c'est faut à la fois que tu aies une caractérisation qui t'intéresse, enfin que le personnage mais aussi oui que visuellement en fait il y a quelque chose que tu remarques. Donc toi alors là apparemment ça t'a plu immédiatement, mais il y a des personnages pour lesquels j'imagine tu reprends plusieurs fois ou peut-être que tu les montres à tes potes, à ta compagne pour savoir si justement ça a une empreinte visuelle sur eux pour vraiment que tu es le bon personnage. Oui, complètement. Enfin, mon héroïne, ma copine, elle l'a détesté pendant très longtemps. Je sais pas si elle l'aime encore maintenant, mais genre, vraiment, les premières fois, elle a trouvé hyper moche. Ma compagne, je l'adore. C'est la personne la plus dure avec moi, je pense. Elle est souvent très, genre, elle va très rarement valider mes choses, mais c'est pas grave parce que voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un de critique, tu vois. Mais justement, lui montrer des choses, ça permet de voir si ça va fonctionner ou pas souvent. Parce elle va être cash et elle me dira tout de suite les choses. Là où même mon éditeur, il est très gentil, tu vois. Ah oui. Mais non, justement, j'aime bien lui montrer. Et Koros, j'ai galéré aussi pour trouver son design. Et un jour, j'ai Mm. fait un croquis, j'ai fait, c'est bon. C'est bon, il est trop bien, j'adore son design, je vais pas le bouger. Mais au début, c'était un tout petit enfant, euh, timide et tout ça. Et en fait, ça a complètement changé de design. Ouais, parce qu'il y a le piège. Il y a le piège que si en plus enfin, que tu dises bon, vas-y, la flemme de devoir chercher plus, qu'après tu te retrouves emmerdé avec un personnage que t'aimes pas dessiner sur, bah Oui, là tu disais sur complètement, 5 ouais. tomes. Ouais. Ouais, c'est Tu disais. important, je trouve. C'est ça, c'est que tu t'amuses à dessiner tes personnages. Et là, c'est vraiment le cas. Vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à dessiner mes persos. Euh,
Et c'était le cas aussi pour Stigma, même si Senso c'était chiant. Ouais, non, je pense que ça joue beaucoup. Puis même quand tu t'amuses dans ton dessin, je pense que les gens le ressentent. Enfin, quand tu t'amuses à dessiner, même si ton dessin il n'est pas impeccable ou qu'il est parfait, je pense qu'il y a quand même une partie des gens à part les puristes qui aiment que les trucs très très propres et léchés et tout ça, mais il y a des gens qui vont ressentir en fait l'amusement dans ton trait. Ouais, le plaisir que tu as eu, non, ça se ressent, pardon, ça se ressent clairement. Et une des dernières questions que j'avais voulu te poser aussi, donc là on est sur une série de 5 tomes. Alors même si Stigma ça avait été conçu comme une série avant de devenir un gros one-shot, est-ce que là il y a des différences en termes d'écriture, en termes de préparation sur tes scripts? Est-ce que tu as juste une ligne, pareil, une ligne directrice globale, puis après tu vas juste faire le storyboard de un tome avant de passer au suivant? Comment est-ce que tu travailles ça? Puisque du coup, tu es dessinateur, mais aussi scénariste de tous ces ouvrages. Du coup, j'ai une méthodologie qui est juste propre, que j'ai pas appris, tu vois, genre à Saint-Luc ou truc comme ça, c'est vraiment à force de faire, qui est pas forcément bonne, hein, mais c'est comme ça que je bosse. Pour Stigma, j'écrivais pas un scénario j'écris pas les scénarios, j'écris jamais mes dialogues, par exemple, tu vois, je les écris au moment du storyboard. Ouais. J'écrivais pour Stigma vraiment les grandes lignes, et c'est au moment du storyboard où je structurais pas mal mon récit. Là, j'ai pris plus le temps d'écrire, j'écris chaque chapitre pour juste ce qui se passe, mais genre un chapitre, ça va faire genre, je sais pas, 15 lignes ou 20 lignes. Euh, et j'ai structuré comme ça là tous mes tomes. On va dire les 3 premiers, ils étaient écrits, et le 4 et le 5, c'est des grandes lignes. Pour l'instant, c'est vraiment la structure. De toute façon, c'est normal, tu peux pas tout écrire. En tout cas, on n'est pas payé assez pour avoir le luxe de se poser pour le faire. Ah, je vais me prendre 3 mois pour faire l'ensemble. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, je kifferais prendre un an et me dire, ok, je vais vous faire la BD la plus belle sur Terre, mais ouais, mais vous êtes mignons. Si vous gagnez plus, pas de problème, on le fait, mais bon, il faut faire avec ce qu'on a, quoi. Et, euh, et du coup, là, j'ai pris le temps, voilà, de structurer le récit. Et quand je bosse, je fais pas le storyboard en entier. Je travaille par chapitre. Comme je te Ok. disais, je fais 20 pages par Mais donc mois. chronologiquement, par contre, tu les fais Ouais, en chronologiquement fait, tous. j'ai un truc un peu strict de boulot. Ma première semaine du mois, c'est le storyboard. La deuxième semaine du mois, c'est le crayonné. Troisième semaine du mois, c'est l'ancrage. Quatrième semaine du mois, la couleur. Je fais toujours comme ça depuis le début, sur Stigma, sur le Glitch, la BD que j'ai fait après, et sur Mortesève. Ça me permet de... Un peu maniaque, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est pas mal parce que Non, c'est bien d'avoir ouais, c'est bien d'avoir une discipline, hein, c'est c'est sûr. ça. Après, je suis pas en mode oh non, c'est pas la semaine du. Tu vois, par exemple, là, j'ai une semaine d'avance. Du coup, j'en profite pour. Enfin, je continue. Mais tu te dis pas, oh non, mince, c'est lundi prochain que je peux mettre en couleur. Non, mais c'est vrai que ça me permet d'être bien organisé, de faire ça. Euh, Après, je pense que je vais changer un tout petit peu ma méthodo là, à la rentrée pour plus faire valider mes storyboards parce que je ne les fais pas valider avant de. Mon éditeur est vraiment très très cool. Ah oui. Mon éditeur, je lui envoie mes chapitres finis et il me dit ok, tu peux changer ça, tu peux faire truc. C'est même dangereux pour toi parce que s'il dit non, mais en fait, là, toute cette section-là de 5 pages, ça va pas, faut la refaire, c'est toi qui te mets dans la merde. Alors que si on te le dit au niveau du storyboard, tu peux déjà changer les choses. Ça m'est jamais arrivé, mais effectivement, je pense que je vais, pour le tome 3, parce que là j'ai fini le deuxième, enfin je l'aurai fini la semaine prochaine, je ferai ça. Je ferai ça pour être un peu plus tranquille et justement avoir plus de retours, ça m'intéresse toujours. Mais ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu à l'heure actuelle sur la suite de Mortesève? Sans trop en dévoiler non plus, mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont lu le premier tome, juste en guise de bonbon, si tu me permets. Alors, le tome 2, du coup, il va se passer dans 2 endroits différents. Enfin, en tout cas, on va avoir 2 points de vue pendant tout l'album. Si vous avez fini l'album, vous avez peut-être une idée des points de vue qu'on va suivre. Et, euh, et du coup, donc ça va être un rythme un peu différent du premier. Ce sera un peu plus posé, mais il va se passer pas mal de choses. Et vers la milieu-fin de l'album, enfin, ouais, vers la fin de l'album, il y aura une surprise. Je fais venir une amie à moi pour quelque chose que vous découvrirez sur le moment et que vous n'avez pas l'habitude de voir très souvent dans une BD. Voilà. Ah. Je pourrais te dire hors micro, enfin, Ouais, bien sûr, moi je serais dans le secret des éléments, du coup, moi j'aurais le droit, des instruments. Très bien, bah écoute, donc
Pour le rappel à ceux qui nous écoutent, Mortecef tome 1, Ang et Orc, c'est dispo chez Casterman et Stigma aussi, toujours dans les bonnes librairies. Il y a des liens dans la description de ce podcast directement pour vous les procurer chez nos partenaires si vous le voulez. Donc n'hésitez pas à nous faire votre retour sur l'émission si ça vous a donné envie de découvrir le travail de Quentin Rigaud. J'espère que oui, ça vous a donné envie. Quentin, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de venir dans le podcast pour nous parler de ces BD. Puis j'aurai le plaisir de te réinviter plus tard avec l'avancée de tes différents travaux. Là, on va laisser un peu les gens découvrir tout ça. Et puis, on pourra reparler de Mortecef plus en détail quand on sera plus avancé et qu'on pourra voir si là aussi, tu as clairement envie de faire un pamphlet contre les gens qui exploitent les ressources naturelles, parce que je crois qu'il y a un petit peu de ça quand même là-dedans. Mais on se le garde pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir le podcast à la fois pour l'émission et pour les personnes qui viennent présenter leurs travaux dedans, eh bien, il n'y a qu'à partager tout simplement ces podcasts partout où vous le pouvez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes libraire, n'hésitez pas à les mettre en avant aussi aux gens qui s'intéressent aux BD qui sont présentés. Et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao!